Bon, je vous propose qu'on démarre, même si on a un tout petit poil en avance. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Sur cette conférence qui va parler de JPA, avec un petit titre accrocheur, on va dire. Je me présente d'abord. Qui suis-je? Moi, c'est Alexandre Tomaso. Au quotidien, je suis développeur lead tech chez Elixi. Et je fais aussi partie de l'équipe du Brestcamp, en témoigne mon t-shirt orange. Donc m'en voulez pas trop parce qu'avec la fatigue et le stress, je risque un peu de bafouiller, c'est normal. Pourquoi cette conf? Tout simplement pour comprendre un petit peu JPA. Ça fait un certain temps que ça existe, mais souvent on l'utilise sans forcément avoir regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait vraiment dedans. Donc le but, c'est un petit peu de reprendre un peu tout ça à la base et de reposer tout ça calmement. En profiter pour expliquer un petit peu la magie qui est derrière et savoir pourquoi est-ce que des fois il nous fait des trucs qu'on ne comprend pas. J'en profiterai pour vous faire un petit retour d'expérience de mon utilisation depuis maintenant plus d'une dizaine d'années de JPA et aussi avoir quelques pistes pour débugger quand on a des soucis en prod. Pour commencer, à la base, JPA, déjà, c'est quoi? Donc JPA, ça veut dire Java Persistence API. Suite au rachat de Sun par Oracle, ça a été renommé Jakarta Persistence, mais c'est exactement la même chose. JPA, en fait, c'est juste une spécification. Donc, grosso modo, ça va être un fichier PDF. Je vous ai mis le lien ici, que vous pouvez télécharger, qui va décrire tout ce que va proposer en fait JPA. Et normalement, JPA, ça s'arrête uniquement à ça. Et il y a aussi un jar avec les interfaces qui implémentent la documentation de ce fichier PDF. Du coup, pour que ça fonctionne dans vos applis, il y a des implémentations de ces interfaces, de cette spécification. Il y a plusieurs implémentations. Donc, il y a Eclipse Link, qui est l'implémentation de référence, qui est aussi fait par l'équipe de Jakarta Persistence. On a plutôt tendance à utiliser sur les projets Hibernate, qui est un peu l'implémentation historique. Et il y a aussi des trucs un peu plus exotiques qui existent, qui s'appellent Data Nucleus. Donc ces trois implémentations vont implémenter les interfaces de JPA et vous rendre le même service, c'est juste qu'ils vont pas le faire de la même façon. Mais normalement, nous, en tant qu'utilisateurs de JPA, on est censé ne pas voir la différence. Un petit historique, comme dans Stargate, pour savoir où est-ce qu'on va, c'est bien d'avoir un point d'origine. Donc Hibernate a été créé le 23 mai 2001, donc c'est pas tout jeune, ça commence à dater. Donc ça, c'était la première version d'Hibernate. Ça a évolué au fur et à mesure. Les gens l'ont de plus en plus utilisé. Et donc du coup, quand Java EE a voulu normaliser un petit peu tout ça, ils ont créé JPA 2.0. Donc avant, il y avait une version JPA 1.0, mais qui n'était pas forcément très utilisée. Et donc JPA 2.0 est sorti le 10 décembre 2009, et grosso modo, ils ont repris les concepts d'Hibernate qui fonctionnaient bien pour en faire une norme associée à ça. Au fur et à mesure, ça a évolué. JPA 2.1 en mai 2013, qui est arrivé avec la notion de converteur, donc pour pouvoir implémenter directement la modification d'objets spécifiques customisés, et aussi le bulk update criteria API pour pouvoir faire des mises à jour en masse. À partir de là, il n'y a pas eu non plus beaucoup de modifications. Ils sont revenus en juin 2017 avec JPA 2.2 pour supporter Java 8 et notamment toute la partie datetime qui avait été rajoutée. Et puis après, il y a ce que je vous disais, Jakarta Persistence, donc 3.0. Là, c'est juste un renommage technique pour enlever la marque Java qui est détenue par Oracle. Donc ils ont changé le nom des packages, donc ça veut dire refaire un petit peu de refactoring, mais après, toutes les interfaces sont restées comme telles quelles. Et en 2022, il y a eu le support de Java 11 et notamment les UID et tout ce qui sont des fonctions pour le datetime qui ont été aussi rajoutées pour pouvoir requêter sur les dates et les heures. Donc vous le voyez, c'est quand même une spécification qui est qui bouge pas beaucoup, qui est quand même assez robuste. De ce côté-là, ça va pas être déprécié dans 6 mois. Mais du coup, JPA, au final, ça sert à quoi? Donc JPA, c'est un ORM, Object Relational Mapping. Ça va tout simplement vous permettre de passer de votre base de données, qui est donc plutôt une vue tableau, à un modèle objet qu'on va pouvoir manipuler en Java, donc dans notre langage orienté objet.
Ça facilite forcément la manipulation des données, puisqu'en fait, JPA va nous fournir une API qui nous permet de récupérer et de sauvegarder ces objets directement sans aller modifier la base de données à la main et faire des requêtes SQL. Et on va modifier directement les données dans nos objets, comme on le faisait si c'était un objet pas lié à la base de données. Ça nous amène aussi une abstraction de la base de données. Donc, nous, au niveau développement, on va utiliser toujours de la même façon JPA. Par contre, si vous utilisez une base de données H2, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, il y a des fois quelques petites subtilités sur le SQL qui va être généré. Et du coup, c'est votre implémentation qui va se gérer ça directement. Voilà, donc ça c'était la petite partie introduction. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet, comment on va l'utiliser. Donc la première partie qu'on va faire en fait quand on va commencer à utiliser JPA, c'est tout simplement déjà faire le mapping entre nos classes et notre base de données pour pouvoir expliquer à JPA comment est-ce qu'il doit récupérer les données des différentes tables et les enregistrer dans nos objets. Donc pour ça, on va utiliser des annotations Java. On va en avoir trois principales qui sont atentity, qui va permettre de dire que cette classe va être gérée par JPA. On va utiliser addTable si on veut spécifier la relation, donc le nom en fait entre la classe et la table SQL. Et on va utiliser addColon pour spécifier que c'est une colonne, que notre attribut est une colonne de la base de données. Et puis après, on pourra mapper des relations donc entre les différents objets qui correspondront à nos clés étrangères dans notre base de données. Attentity, ça s'utilise comment? On le met sur une classe Java. On va rajouter Attentity et ça en fait ça va permettre à JPA de savoir que c'est une classe qui doit gérer quand il va utiliser le code. Si on veut rajouter le nom de la table, on va mettre @table et puis après on mettra le paramètre name qui nous permettra de spécifier le nom de la table dans votre base de données. C'est optionnel. Par défaut, il va prendre le nom de la classe et puis on verra juste après comment est-ce qu'il peut dériver en fait du nom de la classe le nom de votre table. Effectivement, c'est juste après. Donc, comment est-ce qu'il arrive à trouver le nom de la table si vous le mettez pas en fait? Il y a un paramètre qui s'appelle le naming strategy qui permet en fait à Hibernate de générer les noms en fonction des tables, des colonnes, des jointures, etc. Par défaut, c'est ce qu'on appelle le JPA naming. Donc en fait, il va prendre pour une table le nom de la classe avec la casse. Pour une colonne, il va prendre le nom de l'attribut, pareil avec la casse. Et pour une jointure, il va prendre le nom de la table, underscore, le nom de la clé étrangère. Ça, vous pouvez le changer si vous voulez. Soit comme je le disais en surchargeant, donc avec addTable, addColon ou avec des jointures, on le verra plus tard. Et vous pouvez aussi changer le générateur. Donc celui qui est souvent utilisé, c'est le camel case to underscore naming strategy. Donc c'est celui qui est utilisé notamment par défaut dans Spring Boot qui le surcharge, qui va plutôt enlever la casse pour tout mettre en minuscule et mettre des underscores à la place. Donc c'est plus ce qu'on a dans l'idée sur une base de données. Pour une colonne, ça va fonctionner pareil que pour une table, sauf que vous allez mettre la notation sur un attribut. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, souvent on ne le sait pas, c'est-à-dire que par défaut, à partir du moment où vous mettez Attentity sur une classe, tous les attributs de la classe vont être pris en tant que colonne. Donc si vous voulez garder le nom par défaut qui est généré par le naming strategy, vous n'avez pas besoin de mettre addColon sur l'attribut, automatiquement il va le prendre en compte. Sur chaque entity, il faut déclarer un ID pour que JPA sache comment enregistrer et requêter votre objet. Donc pour ça, on va utiliser la notation atID. Donc celui-là, par contre, est obligatoire. Souvent, les identifiants sont soit générés automatiquement, soit il y a une clé de génération, comme par exemple un UID. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aussi lui dire comment est-ce que ça fonctionne avec addGenerated_value. Soit vous mettez generation type identity, dans ces cas-là, c'est votre base de données qui va le générer. Ou sinon, vous pouvez mettre par exemple une stratégie UID. Et donc dans ces cas-là, c'est un UID qui va être généré. On peut regarder un petit peu de code pour voir ce que ça donne. Hop. Donc grosso modo, là j'ai quelques classes avec des super-héros, donc des univers des super-héros, comme je vous l'ai montré un petit peu avant. Et donc ça va être tout simple. Si on va vouloir rajouter ici une entité, on va rajouter Attentity.
Donc là, il y a un peu IntelliJ qui nous aide en nous disant qu'il va falloir rajouter le @id. Donc on va pouvoir le rajouter ici, @id. Et c'est ce que je vous disais, sur le name, on n'a pas besoin de rajouter @colon puisque c'est un attribut d'identité, donc il va automatiquement utiliser le name. Une fois qu'on va avoir fait les entités de base, on va vouloir après faire des relations entre nos différentes entités. Donc pour ça, on peut avoir plusieurs types de relations. Par exemple, dans mon exemple de modèle, on a sur les univers un univers qui va avoir plusieurs super-héros, chaque super-héros qui va être associé à une personne, et chaque personne qui peut être dans plusieurs films. Et les films peuvent avoir aussi plusieurs personnes. Donc pour ça, JPA va nous permettre de mapper tout ça. Donc comment est-ce qu'on va faire pour faire ce mapping? Donc le mapping one-to-one, c'est le cas notamment entre super-héros et personnes. Pour ça, on va utiliser la notation @one-to-one. On va utiliser, donc dans notre classe, on va mettre directement le type de la relation qu'on va utiliser. Donc là, par exemple, dans super-héros, on va mettre personne, et dans personne, on va mettre super-héros. Et on va définir le sens de la relation, donc à savoir est-ce que c'est plutôt le super-héros qui est lié à la personne ou la personne qui est liée au super-héros. Donc ça va dépendre de votre base de données, dans quel sens vous allez mettre votre clé étrangère. Et donc du coup, ça vous allez le représenter avec l'attribut mapped by ici. C'est ce qu'on voit dans personne. Donc là, c'est la classe super-héros qui contient la clé étrangère vers la personne. Donc du coup ici, on lui dit qu'il a une colonne de jointure avec @joinColon et on lui met le nom de la colonne de jointure dans la table super-héros. Et dans personne, en fait, on va juste avoir à lui donner le lien en lui disant que ici l'attribut super-héros sera mappé par l'attribut personne dans la classe super-héros qu'il aura à retrouver vu que c'est du type super-héros ici. Donc voilà le principe pour les mappings. Après, on va trouver le one-to-many et le many-to-one. Donc, c'est dans le cas où on va avoir une liste de quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va, dans notre classe qui va avoir la liste, on va tout simplement utiliser un type collection de Java, donc soit liste, soit set. De la même façon, on va utiliser la notation ici one-to-many pour lui dire que c'est une relation 1 étoile. On va retrouver notre map by pour lui indiquer que c'est une relation inverse. Et de l'autre côté, ici, on va lui mettre une join colonne. Et enfin, pour terminer, la plus complexe, qui est la many-to-many. Donc là, c'est quand on a par exemple le lien entre les movies et les super-héros. Donc là, on voit que la notation est un peu plus complexe, puisque là, pour faire ça, on va avoir une table de jointure au niveau SQL qui va avoir le lien entre d'un côté les films et d'un côté les super-héros. Et donc du coup, il va falloir lui définir et lui détailler ici la table de jointure, donc le nom de la table de jointure, et puis le nom des colonnes de chaque côté des deux ID. Donc voilà, et du coup, forcément, de chaque côté, on va avoir une collection associée à ça, puisque c'est une relation étoile-étoile. Si on regarde un petit peu comment on peut faire ça, hop, donc là on va retrouver nos super-héros. Donc c'est ce que je vous disais par exemple sur l'univers, entre les super-héros et l'univers, ça va être un one-to-many. Hop, voilà. Et sur la personne, on avait dit que c'était un one-to-one. Hop, voilà. Donc sur la personne, ici, on avait déjà fait le mapping inverse avec les super-héros. Donc là, il n'y a rien de plus à rajouter. Et par contre, sur les super-héros ici, on a le 1. Ici, on va pouvoir rajouter une liste de super-héros. Voilà. Et là, on peut mettre que c'est many-to-one. Hop. Et donc après, il ne faut pas oublier de mettre les getters et les setters associés à ça pour que ça fonctionne. Voilà. Hop.
Donc il y a d'autres mappings qui existent. On peut notamment mapper directement des maps clé-valeur. Il y a aussi une notion de embeddable, si vous voulez donc du coup prendre des objets externes mais pas dans une table externe pour pouvoir la ramener dans votre table existante. Vous pouvez faire des clés composites si vous avez, en règle générale, ça c'est plutôt quand on parle d'un modèle de données existant qu'on ne peut pas trop modifier et que la clé est composite, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire de l'héritage, donc avec une configuration spécifique. Donc ça c'est pareil, j'ai mis le petit smiley qui dit qu'il faut pas trop en faire quand même. Ça fonctionne, c'est prévu pour, mais c'est justement là où la magie de JPA va arriver, va vous faire plein de trucs en arrière-plan qu'on va pas forcément avoir en tête à chaque fois qu'on va l'utiliser. Et il va nous faire beaucoup de requêtes à notre place, et potentiellement c'est là où il peut y avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que c'est un des premiers conseils que je vous donne. Essayez de ne pas trop utiliser les choses qui sont pas natifs en SQL, notamment l'héritage. Mais on verra qu'il y en a d'autres. Parce que forcément, pour pouvoir faire ça, JPA va faire des choses sans forcément que vous ayez la vision de ce qu'il fait. Et donc du coup, il va vous faire plein de trucs en arrière-plan. Donc une fois que vous allez faire votre mapping et que ça y est, vous avez votre représentation de base dans vos objets, vous allez vouloir manipuler tout ça. Donc JPA va vous fournir une API pour manipuler ces entités. Alors comment ça fonctionne donc JPA, donc historiquement donc c'était Hibernate mais ils ont repris le même truc en JPA. Il y a une notion de ce qu'on appelle de session qui s'appelle Entity Manager dans JPA. Cette session, elle va stocker en fait l'état des objets qui sont dans votre base de données et va venir traquer toutes les modifications que vous allez faire. Donc c'est pas à vous de dire à JPA, là par exemple j'ai modifié le nom ou j'ai mis à jour la liste des super-héros, etc. Lui il va regarder l'état et il va regarder les modifications que vous faites et il va les enregistrer de son côté. Et une fois que vous allez fermer la session, vous allez flusher les modifications, lui il va regarder tout ce qui a été modifié par rapport à l'état qu'il avait en base et il va aller faire les updates ou les deletes ou les inserts qu'il y a à faire pour refléter l'état de cette session dans votre base de données. Donc ça c'est un concept bien important à comprendre. C'est pas parce que vous faites directement un set quelque chose que l'update part. C'est vraiment à la fin de la session que ça va se faire. Cette session permet aussi de gérer des transactions, donc là au niveau SQL en tant que tel comme on le connaît, avec des commits et des rollbacks associés. Donc pour pouvoir traquer un petit peu toutes ces modifications, chaque entité, donc chaque objet ou chaque classe où vous avez mis @entity, va avoir ce qu'on appelle un cycle de vie associé à ça. Donc ça, c'est tiré de la doc d'Hibernate, je crois. Et donc en fait, il y a plusieurs états qu'on voit là. Donc quand vous allez vouloir créer un nouvel objet, donc en gros rajouter en règle générale une ligne dans votre table, vous allez dans le code tout simplement faire un new, et après vous appelez la méthode persist de JPA. Et là, votre objet va passer dans l'état, ce qu'on appelle manage. Et quand il est manage, c'est ce que je vous disais, toutes les modifications que vous allez faire sur votre objet vont être traquées par JPA pour après être persistées en base de données au moment où vous allez faire un flush. Donc le flush, vous pouvez le faire soit manuellement si vous avez besoin d'envoyer directement les données en base, soit en fermant la session, l'entity manager en JPA. Et là, il va automatiquement vous faire un flush. Si vous allez chercher des données dans la base de données avec un find, par exemple, l'objet que vous allez récupérer va être directement en mode manage. Donc, vous allez faire un find, vous allez faire des modifs, vous faites un flush, hop, c'est automatiquement sauvegardé. Si vous avez besoin de manipuler l'objet en dehors de la session, par exemple, vous voulez l'envoyer au front ou faire des modifications sans que ça soit persisté, vous pouvez détacher cet objet de la session avec la méthode ici detached. Et donc vous allez vous retrouver avec un objet, ce qu'on appelle un POJO classique, qui lui ne sera plus traqué. Donc là vous allez pouvoir faire les modifications que vous voulez, il n'y aura pas de problème et il n'y aura plus de modifications qui seront enregistrées en base de données. À l'inverse, si au final vous voulez qu'il soit réenregistré, vous pouvez utiliser la méthode merge ici, qui va prendre l'état de votre objet detached, aller vérifier l'état qui est en base de données pour vérifier justement les modifications qui ont été faites et traquer les modifications et qui va le remettre en manage. Et donc dès que vous ferez un flush derrière, il viendra sauvegarder. Et enfin, si vous voulez supprimer un objet, du coup vous pouvez faire la méthode remove
de façon à notifier justement JPA que cet objet va être supprimé. Et après, vous faites un flush et donc là, il va passer le delete en base de données. Par contre, vous pouvez tout à fait, sur un objet removed, si vous n'avez pas encore fait le flush, le repersister. Et donc, dans ces cas-là, JPA va traquer qu'en fait, il n'a pas à être supprimé, donc du coup, il ne va pas envoyer le delete. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. C'est souvent une chose qu'on n'a pas en tête quand on utilise JPA, et c'est ça qui souvent provoque des soucis de je comprends pas, je voulais pas modifier ça, et puis en fait, c'est modifié dans ma base. Et en fait, c'est parce que l'objet était resté managé et les modifications ont été traquées. Dernière chose par rapport à ça, on verra après qu'il y a une notion de lazy loading, notamment quand vous allez charger des objets avec des relations. On va pas charger toute la base en même temps. Pour pouvoir notamment récupérer des données qui vont être lazy loadées, il faut qu'on soit dans une session active. Donc on verra après un petit peu comment ça fonctionne, mais en gros, il faut que les objets soient dans le state manage pour pouvoir être récupérés. Donc au niveau du code, comment ça fonctionne en JPA, on a l'Entity Manager Factory. Donc comme son nom l'indique, Factory, c'est l'usine qui va vous produire des Entity Managers. C'est le point d'entrée. Et ça s'initialise par défaut avec un fichier XML. Je vous rappelle que Hibernate a été créé en 2001. Il reste des petites choses de cette époque. Donc ce fichier XML va décrire en fait la configuration de votre Entity Manager Factory. Et en règle générale, cet Entity Manager Factory, vous allez l'ouvrir une seule fois tout au long du cycle de vie de votre appli. Et c'est ça qui va nous permettre de récupérer des Entity Managers. Je vais vous montrer juste rapidement ici le fameux fichier XML. Il se présente comme ça. C'est un fichier persistance unit. Vous lui mettez un nom, vous pouvez mettre une description. Vous allez lister la liste des classes sur lesquelles vous allez mettre @entity ici. Et après, vous allez lui mettre typiquement l'accès à la base de données, le username, le password, et puis les options de configuration. Là, par exemple, j'ai mis des petites choses pour Hibernate pour qu'on ait un peu de debug associé à ça. Donc vous le voyez, c'est un peu old school si on ose dire. C'est pour ça que notamment quand on utilise du Spring Boot, lui il va automatiquement appeler les API un peu internes de JPA pour aller vous auto-configurer tout ça. Mais à la base, là dans l'exemple que j'ai fait, on va le faire à la main pour justement bien voir comment c'est fait. Il faut passer par ce fichier XML. Donc une fois que vous avez votre Entity Manager Factory, pour manipuler vos entités, c'est ce que je vous disais, il va falloir un Entity Manager. Donc on va le demander au Factory. C'est un auto-closable Java, donc on peut le faire avec un try with resource, comme on voit ici. Donc depuis Entity Manager Factory, on va lui demander un Entity Manager. On va pouvoir ouvrir une transaction. Donc là, la transaction, c'est bien une transaction au niveau SQL. Donc il va nous faire une transaction. Là, on va créer l'univers, par exemple Marvel. On va persister. Et après, on fait le commit. Et après, l'auto-closable, lui, va faire le flush automatiquement et va envoyer toutes les données. Donc là, hop. Normalement, c'est ça. On a un petit peu de code. Donc là, je vais faire hop. Donc là, on va revenir ici. Donc mon petit projet de test que j'ai commencé à vous montrer, sur lequel on a fait le mapping. Si je vous le détaille rapidement quand même, donc il y a ce fichier persistance.xml où il y a le détail. J'ai tout simplement ici une classe app avec un main, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai rajouté un petit peu de Flyway, ça c'est juste pour initialiser la base de données parce que par défaut, ça va pas. Enfin, il y a un mode dans lequel vous pouvez créer automatiquement les tables avec Hibernate, mais je vous conseille pas de faire ça. Maîtrisez plutôt votre schéma de base de données. Donc j'ai un fichier en gros ici SQL qui me crée les différentes tables associées à mon modèle, qui va être passé automatiquement avec du Flyway. Mais c'est pas le sujet de la conf, donc on va pas rentrer dans le détail. Et après, j'ai créé des petits services ici dans lesquels on va pouvoir faire nos méthodes. Et donc notamment ici créer notre univers. Donc là, j'ai repris un peu l'exemple que je vous ai montré juste avant. Donc on crée notre Entity Manager Factory. Donc là, on lui met le nom de l'Entity Manager Factory qu'on a ici, là, du Persistence Unit.
Donc il est quand même assez intelligent pour nous retrouver ça, vu qu'il est dans les ressources ici, dans le répertoire meta-inf. Ça, c'est la configuration par défaut. À partir de cette factory, on va venir récupérer notre entity manager, et puis après on va créer notre transaction. On va créer ici nos deux univers. Donc vous voyez, hein, on fait juste un new classique, on crée juste un objet. Après, on va faire la méthode persist. Donc là, on va dire à l'entity manager, ces deux objets-là, je veux que tu les traques dans ta session. Et après, on fait un commit. Et c'est tout. Vous voyez, on n'a pas de méthode save ou ce genre de choses. Les objets sont managés et ils se débrouillent. Si je lance l'appli... Ah oui, pardon. Effectivement. Hop. Tac. Voilà. Hop, il faut juste que je vide ma base avant parce que c'est pas non plus. Voilà. Tac. Voilà. Si je relance. Voilà. Et donc si on regarde ce qui s'est passé. Donc je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de debug là dans le persistance.xml pour qu'on voit notamment toutes les requêtes que va faire Hibernate sur notre base de données. Et donc on voit qu'il va passer ici eh bien, les deux requêtes d'insertion de nos deux univers. Donc vous voyez ici, hein, par défaut, Hibernate ne nous met pas les valeurs des paramètres. Donc ça c'est quand même un petit peu, on va dire, casse-pied au moment où vous voulez faire du debug. Mais c'est pas évident de les avoir. Ils n'ont pas prévu ça, je trouve ça un peu dommage. Je sais que par exemple Eclipse Link le fait. Il y a moyen d'activer les paramètres, mais pas Hibernate. Et il y a aussi un petit peu de debug ici qui nous permet de savoir le nombre de connexions JDBC, le nombre de statements qui ont été faits, etc. Donc voilà. Donc ça c'est pour la création. Hop. Je vais vous montrer un peu la récupération aussi quand même. C'est ce que je vous disais, on a une méthode find, donc là ça fonctionne pareil, hein. On va créer notre entity manager, on va faire un find et on va récupérer les données. Si je regarde vite fait, hop, ce que ça donne. Tac. Voilà, on va tout simplement voir qu'il nous fait une requête ici, dans laquelle il y a le select, et il nous récupère tout ce qu'il a besoin de récupérer. Donc jusque-là, hop. Donc jusque-là, c'était assez simple et assez intuitif, on va dire, de l'utilisation. On va commencer à rentrer un peu plus dans la magie. Donc c'est ce que je vous disais juste un petit peu avant. Vu que notre base de données est liée à nos relations entre nous, par exemple dans notre exemple entre les univers, les super-héros, etc. Au moment où vous allez charger par exemple l'univers, vous n'allez pas forcément avoir envie de charger tous les super-héros associés, puis toutes les personnes, puis tous les films. Sinon à chaque fois que vous allez charger un objet, vous allez récupérer toute la base de données. Ça va prendre du temps, ça va exploser en mémoire, donc ça va pas fonctionner. Donc pour pouvoir pour que ça fonctionne, cette première magie, on va dire, JPA, ils ont introduit la notion de lazy loading. Donc ce que ça va faire, c'est qu'au moment où vous allez charger, donc par exemple l'univers, la liste des super-héros, ça va pas être une vraie liste dans laquelle il va y avoir la liste de tous les super-héros. Il va y avoir alors en fonction de l'implémentation, il va y avoir soit par exemple avec Hibernate un proxy, donc au moment où vous allez appeler la liste, que là il va vraiment faire la requête en base de données. Eclipse Link lui modifie carrément le bytecode, donc en fait il va carrément surcharger votre classe au niveau bytecode pour qu'au moment où vous faites le get, il y ait du code qui aille appeler en base de données. Et donc en gros c'est ça le principe, c'est vous allez charger par exemple votre univers. Vous allez avoir votre classe, pour vous ça va être transparent, et au moment où vous allez faire get super-héros pour récupérer la liste, et ben lui il va faire l'appel en base de données, il va aller récupérer la liste des super-héros et il va vous la renvoyer. Et donc c'est là où il y a un petit peu de magie, parce que vous n'avez pas l'impression de faire une requête en base de données, et lui il va la faire par derrière. Donc ce lazy loading il est activé par défaut sur toutes les relations many, donc one-to-many ou many-to-many, puisque c'est surtout là où vous allez avoir des listes. Vous pouvez le rajouter si vous voulez sur un champ one-to-one. Donc par défaut le one-to-one il le charge automatiquement, puisque là il peut faire une jointure directement à la volée.
puisque c'est du one-to-one, c'est facile à faire. Mais vous pouvez quand même le faire si jamais, par exemple, vous décidez de faire une table un peu annexe sur des données que vous voulez pas récupérer à chaque fois. Vous pouvez le surcharger sur votre one-to-one en mettant le fetch type lazy. Il y a quand même une subtilité, notamment sur Hibernate, c'est que pour pouvoir mettre un proxy, ça va être un objet qui va forcément être non nul. Si votre champ est nullable, il va pas pouvoir mettre un proxy, puisqu'au moment où vous allez faire l'appel, il faut que derrière vous récupériez nul. Et là, il va y avoir un proxy. Donc ça peut pas fonctionner. Donc ça va fonctionner uniquement en lazy si vous lui spécifiez que la colonne est non nulle. Donc là, c'est juste du descriptif, le nullable égale false. Le mieux, c'est quand même de rajouter une contrainte not null au niveau de la base de données. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça va fonctionner quand même. Et donc du coup, si vous lui dites non, mais t'inquiète pas, je suis sûr que ce champ sera non nul, et ben là, il pourra injecter son proxy dans le champ personne dans l'exemple ici, et donc du coup faire du lazy loading sur le one-to-one. Un petit schéma pour essayer de visualiser un petit peu tout ça. Donc c'est ce que je vous disais. Par exemple, vous allez charger votre univers, il va faire une requête en base de données pour récupérer l'univers, et dans la liste des super-héros, il va vous mettre un proxy. Vous allez faire un get super-héros sur la liste, il va faire une deuxième requête en base de données. Donc là, il va quand même être assez intelligent pour récupérer l'ID de l'univers et faire un select from super-héros where universe égale l'ID de votre univers. Par contre, si après vous voulez récupérer par exemple la liste des films associés aux super-héros, donc vous avez une liste de super-héros, vous faites un for each sur votre super-héros, puis vous faites get movies, et ben là du coup il va refaire une requête pour chaque super-héros sur la table movies. Et c'est là que les problèmes commencent, si j'ose dire, puisqu'au final, sans s'en rendre compte, on se retrouve à faire n requêtes par rapport au nombre de super-héros sur la table movie. Alors que techniquement, potentiellement, on aurait pu récupérer la liste des movies en une seule requête, en lui disant récupère-moi la liste des movies de tous ces super-héros qui appartiennent à l'univers en question. Et donc c'est là où il va falloir être assez vigilant, parce que c'est une raison principale des problèmes de perf qu'on a quand on utilise JPA, c'est justement ces requêtes qui partent sans qu'on s'en rende compte. Si jamais donc l'entité est détachée, c'est ce que je vous disais, donc si jamais vous faites un detach ou si jamais vous sortez l'entité de la session, donc vous gardez la référence de votre objet JPA et puis vous fermez la session, donc vous avez encore vos données, le proxy il est encore là. Au moment où vous allez vouloir récupérer la donnée, lazy loading, et ben là forcément ça va vous cracher une exception. Ça va être soit no session exception, soit lazy initialization exception, en vous disant moi j'ai plus de lien avec ma base de données, j'ai plus de connexion JDBC d'ouvert, je peux plus aller récupérer mes données en base, donc vous avez une exception. Donc ça vous avez, si vous l'avez un peu utilisé sans forcément trop comprendre, vous êtes souvent tombé dessus. Forcément vous avez quand même accès à l'ID, puisque lui il l'a forcément en base pour pouvoir lui faire ses requêtes et lier ses objets, donc potentiellement vous pouvez quand même accéder à l'ID même si les restes des données ne sont pas chargés. Le problème du n+1, c'est ce que je vous disais. Si vous avez une connexion lazy avec d'autres relations, et potentiellement vous allez faire une boucle et vous allez charger comme ça les éléments de la collection en refaisant une requête à chaque élément de la collection. Et donc pour vous éviter justement ce problème de n+1, ce que je vous conseille, on a vu en début sur le mapping qu'on pouvait qu'on pouvait faire le mapping sur la relation en mettant d'abord le lien entre l'entité principale et puis la clé étrangère, et qu'on pouvait après faire le map by dans l'autre sens. Si vous faites pas dans le code cette relation inverse sur le map by, et du coup ça va un peu vous forcer à ne pas le faire au niveau pour ne pas appeler justement ce lazy loading, et donc du coup à vous écrire la requête directement, on va le voir après, sans JPQL, sans critères API, et donc du coup comme vous allez écrire la requête, vous allez vous dire là je peux faire un join ou autre, etc. Donc pareil, c'est pas une science exacte, je vous dis pas qu'il faut jamais les mettre, mais si vous les mettez pas, ça vous donne un indice sur le fait, tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas la relation inverse? C'est peut-être parce que je pourrais écrire la requête manuellement, et donc du coup le gérer, on va dire, avec un join et en une seule requête. Si on met un petit peu tout ça en pratique, donc si on reprend un peu notre application de test, toc.
Donc, on reprend ici nos super-héros. Donc, c'est pareil, j'ai un service ici, super-héros service. On va créer des super-héros pour avoir un modèle un petit peu chargé. Hop, je vérifie qu'il n'y a plus rien qui traîne, c'est bon. Donc là, on va juste passer un premier coup pour créer les super-héros. Voilà. Hop. Et donc là, ah oui, je crois que j'avais déjà eu ce problème là. Toc, 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 toc. Et je crois que c'était juste celui-là qui marchait pas. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on voit, il nous a créé tous les super-héros associés. Et donc maintenant, si on fait quelques requêtes dessus, je vais réduire un petit peu ça. Hop. Donc là, je vais récupérer les super-héros. Donc il me faut Marvel qui va être ici. J'ai perdu la récupération. Hop. C'est pas grave, on va le coder en direct. Hop. Voilà. Donc là, on va récupérer l'univers, classiquement, et puis après, on va récupérer la liste des super-héros, et puis on va afficher le nom des super-héros. Et on va voir ce qui se passe. Hop, je lance tout ça. Voilà, et donc là, c'est ce que je vous disais. Donc, la liste des super-héros, c'est une liste lazy loadier. Donc, au moment où on sort ici, donc là, je charge mon univers, je sors de mon entity manager. Et ben, si je veux récupérer ma liste de super-héros pour afficher le nom, j'ai une lazy initialization exception. Et il me dit, je peux pas initialiser ta collection parce que j'ai plus accès à ma base de données. Hop. Si on... Toc. Hop. Bon, ça c'est après. Hop, donc je continue. Toc, voilà. Sur le lazy loading, je vous conseille très fortement de ne jamais activer Digger sur les collections. Donc le Digger sur les collections, ça va en gros vous permettre de dire au moment où je veux récupérer mon univers, par exemple dans notre exemple, je veux que tu me charges automatiquement la liste en question. On va le faire ici pour le test. Hop. Sur mon univers ici, je vais lui dire ma liste de super-héros. Fetch type Eager. Voilà. On se dit par exemple pour régler mon problème de lazy loading exception, je vais dire charge-moi à chaque fois la liste des super-héros de mon univers. Très bien, on relance. Là normalement ça va fonctionner. Voilà, exactement, ça fonctionne. On a bien un super-héros qui s'affiche. Le problème c'est que si vous faites ça, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez charger un univers, vous allez charger la liste des super-héros. Et donc du coup, au niveau performance, c'est quand même pas terrible parce que là le modèle est simple, mais en règle générale vous allez avoir un modèle quand même beaucoup plus complexe, donc ça va commencer à récupérer un bout ici, puis un bout là, puis un bout là, et au final quand vous allez charger un tout petit objet, vous vous retrouvez à charger la moitié de votre base de données. Et le deuxième problème, c'est que quand vous allez vouloir faire la requête à la main, autant vous pouvez lui dire tu vas pouvoir me précharger avec un join fetch, autant vous n'allez pas pouvoir désactiver le Eager sur votre requête. Donc vraiment sur les collections, ne mettez pas en Eager et faites la requête à la main. On va le voir juste après comment on fait. Ça va vraiment vous sauver la vie. Donc du coup, comment on va faire ces requêtes pour aller chercher nos données en base de données? Donc il y a deux moyens de faire. La première, c'est le JPQL. Donc c'est un langage de requête. C'est un langage de requête qui est basé sur les entités. Donc ça ressemble pas mal au SQL qu'on a l'habitude, sauf qu'on va utiliser le nom des entités et le nom des champs, et pas le nom des tables et des colonnes. Donc pour garder ce découpage en fait entre le JPA et le SQL. Ce que je vous disais en introduction, il y a une abstraction de la base de données. Donc après, vous allez avoir notamment dans Hibernate la notion de dialecte qui va vous permettre de rajouter des petites subtilités pour votre base de données. Et vous avez la possibilité justement pour régler ce problème de lazy loading de fetch les relations si vous en avez besoin. Et si vous voulez aussi, pour des raisons de performance, notamment si vous traitez beaucoup de données ou vous faites du batch, ce genre de choses, vous pouvez aussi récupérer des données, juste les données que vous voulez et les stocker directement dans un DTO.
sans passer par une entité. Donc ça peut être pratique sur des cas un peu spécifiques de traitement de volume. Comment ça va fonctionner? Toujours à partir d'Entity Manager, vous avez la méthode createQuery qui vous permet tout simplement de mettre la query que vous allez utiliser. Vous allez lui passer en deuxième paramètre la classe que va retourner cette query. Donc là, par exemple, on voit qu'on va récupérer des super-héros. On fait le fameux join fetch. Donc, comme je vous disais, donc le mot-clé fetch ici va dire à JP1 qu'au moment où vous allez faire la requête, vous allez aussi récupérer la liste des movies et il va le mettre en mémoire. Donc vous n'aurez pas de lazy loading à ce niveau-là. Et après, ici, pour le paramètre, et ben, du coup, on a des paramètres nommés, le 2.name, qu'on va pouvoir valuer dans le set paramètres. Et après, on lui demande de nous récupérer la liste des super-héros. Je vous montre un petit exemple de tout ça. Hop, si on reprend notre méthode ici, donc qui fonctionnait pas, on a notre load Marvel, et donc du coup j'ai fait une autre méthode qui s'appelle load universe ici with fetch SQL, voilà. Et si on regarde cette méthode là, c'est exactement ce que je vous mettais dans l'exemple dans les diapos. Ici on fait bien le fetch, et donc là normalement quand je relance mon appli, on n'aura pas le problème de lazy loading. Voilà, on retrouve bien ici nos super-héros. Et si on regarde la requête qu'il a générée, eh ben on va voir ici qu'il va bien nous faire la jointure automatiquement sur la table super-héros avec la bonne condition et le nom associé. Donc ça, c'est nickel, on n'a plus de lazy loading en fonction de la requête qu'on veut. La deuxième moyen de requêter en fait des données dans votre base de données, c'est le Criteria Query API. Donc le JPQL c'est pas mal parce que on arrive très rapidement à lire ce qu'on veut récupérer. Mais par contre, vous l'avez vu, ça permet pas de faire de requêtes, on va dire un peu paramétrées. Notamment, par exemple, quand vous avez le truc classique qui est la gestion de filtres, où vos utilisateurs peuvent filtrer sur 15 colonnes séparées, etc. Et ben, si vous devez le faire en JPQL, vous allez devoir concaténer dans la chaîne en disant or mon filtre égale ma valeur, or mon filtre égale ma valeur, etc. Donc c'est quand même pas terrible de manipuler des chaînes de caractères pour faire ça. Donc du coup, avec Criteria Query, vous pouvez de manière programmatique rajouter des conditions ou rajouter des jointures ou faire ce genre de choses. Et avec des if, des conditions, etc. Vous avez un métamodèle qui va être généré avec la notation processing, le processeur de Java, de façon à avoir quelque chose qui va être quand même type safe au niveau de l'écriture. Par contre, l'API est quand même assez verbeuse. Probablement de manière historique un peu, on aimait bien en Java faire des trucs verbeux. Donc moi, je vous conseille d'utiliser une surcouche qui s'appelle Query DSL, qui fait exactement la même chose, hein, c'est le même principe, mais avec on va dire une API un peu plus fluide au niveau de l'écriture. En Kotlin, notamment avec Kotlin 2, ça va un peu moins marcher parce que la notation processing va un peu changer, mais il commence aussi à avoir des DSL spécifiques Kotlin pour le faire. Si on regarde un peu comment ça marche, donc on récupère un Criteria Builder de l'Entity Manager, on va créer une query super-héros, on va faire un from ici super-héros, et puis après vous voyez, faut faire un select de votre super-héros avec votre where, il y a une notion de builder pour récupérer le equal, et vous allez ici indiquer aussi le fetch, et après vous pouvez récupérer avec votre create query un get resultlist. Donc vous voyez, on retrouve un peu, on va dire, quand même notre requête ici, mais ça reste quand même assez verbeux et pas forcément ultra lisible. Sur du query DSL, ça l'est un peu plus. Si on regarde un petit peu au niveau code comment ça se fonctionne, hop, j'ai essayé de rajouter un petit peu plus de choses ici. Donc vous voyez, on a le load universe with criteria. Donc on reprend, c'est ce que je vous disais, hein, le from. Et donc vous voyez, vous pouvez complètement éclater la requête, puisque ici, je fais d'abord le from. Après, sur ce criteria, je refais le select. Là, je peux rajouter le fetch, par exemple. Donc c'est ce que je vous disais, hein, il y a un métamodèle qui est généré par le préprocesseur.
Donc du coup, vous voyez, vous avez des classes universe underscore qui sont créées, qui arrivent ici notamment dans votre target generated source. Et vous allez retrouver. Et donc ça, c'est un métamodèle qui permet en fait au Criteria API de savoir quel est le type des attributs et donc du coup de vous faire une requête qui va être type safe, puisque du coup il va savoir automatiquement ici récupérer super heroes quel est le type. Vous allez dire que vous voulez faire une jointure left. Là, si par exemple le nom vous mettez quelque chose, et ben on va pouvoir dire que si le nom diffère de nul, et ben on va rajouter un critère où on va vérifier que le nom de l'univers est égal au nom que vous lui passez en paramètre. Et enfin, vous récupérez la liste de critères. Si on veut l'utiliser, hop, on peut reprendre ici. Ça, on va faire with criteria. Voilà. Hop. Donc si on fait ça et qu'on le lance, hop, on va voir la requête ici qui va fonctionner. Donc on voit bien notre left join, notre name, etc. Et si on enlève notre name, c'est ça tout l'intérêt. Donc ici on va passer nul. Hop, et qu'on relance. Donc voilà, là on va voir qu'il va nous faire la requête. Et cette fois-ci, il va nous enlever le where, etc. Là où en JPQL, vous auriez rajouté un plus si le nul est différent si le name est différent de nul, etc. Donc voilà. Hop. Alors en JPA, vous pouvez aussi faire du locking. Donc ça peut être intéressant si vous avez des données qui sont modifiées simultanément. Ça peut arriver si vous faites par exemple des requêtes au niveau HTTP ou si vous faites du multithreading avec des batchs, ce genre de choses. Comment ça fonctionne par défaut? C'est optimiste. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que vous avez 2 threads qui vont charger des données qui sont en base de données. Chaque thread va avoir un entity manager. Il va aller récupérer, le thread A va récupérer l'univers Marvel, le thread B va récupérer l'univers Marvel. Vous allez faire des modifications, vous allez flusher votre session. Et là, par défaut, ce que je vous dis, c'est optimiste. C'est en gros, ça va être le dernier qui va gagner. Donc, on imagine que le thread A flush ses modifications, le flush B va flusher ses modifications. Et c'est les données qui vont être écrites par le thread B qui vont être enregistrées en base de données. Il n'y a pas de mécanisme de vérification. Donc, il faut faire attention si, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des modifications simultanées et avoir des pertes d'informations. J'ai eu ça récemment sur un projet où on a mis 3 ans à trouver le bug. Parce que on récupérait une session, on la mettait à jour, et pendant qu'un autre thread faisait autre chose dessus. Et donc du coup, la tâche à traiter se retrouvait à nul, on comprenait pas pourquoi. Donc pour éviter ce genre de choses, il y a plusieurs, on va dire, méthodes pour le faire. Une des méthodes, c'est de rajouter en fait dans votre champ en fait ce qu'on appelle un versionning. Donc vous allez rajouter dans votre classe un champ qui va s'appeler version. Donc là, il y a 2 façons de faire. Soit vous mettez un auto-increment, donc dans ce cas, ça va être un long. Et au moment où JPA va persister en base, il va aller regarder ce numéro de version. Et si c'est pas celui qu'il avait au moment où il a chargé les données, il va vous lancer une exception en disant attention, là, je détecte une incohérence. En fait, l'objet a déjà été sauvegardé par rapport à l'état que j'avais, donc vous allez potentiellement perdre des données. Ou sinon, vous pouvez aussi le faire avec un instant. Et donc, dans ces cas-là, il va vous enregistrer la date de dernière modification. Donc ça peut être pratique si vous voulez notamment avoir une date de dernière modification sur votre objet. Ça vous fait, on va dire, d'une pierre deux coups, puisque automatiquement, il vous gère ça. Et en plus, il vous vérifie que les données que vous enregistrez sont bien les données qu'il avait récupérées avant. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du lock pessimiste. Donc là, c'est plus du lock qu'on a en tête quand on parle de lock. Grosso modo, vous allez lui dire d'empêcher tout simplement les autres threads d'aller modifier les données. Donc soit en modification, et donc dans ces cas-là, au moment où l'autre thread va vouloir persister, il va se prendre une exception de la base en disant je ne peux pas sauvegarder, soit carrément en lock complet, donc il va même pas pouvoir lire les données associées à ça. Donc sur mon projet actuel, j'ai eu des petites problèmes, notamment avec du MySQL MariaDB qui gérait assez mal le log pessimiste. J'en avais déjà fait avant avec du Postgre, là ça marchait bien. Donc voilà, regardez un petit peu tout ça. Mais donc grosso modo, comment ça marche en gros,
vous allez, au moment où vous allez faire votre query, vous allez ici mettre le lock mode, par exemple en disant ici pessimistic write. Et donc du coup, quand il y a une autre query qui va passer pour récupérer, pareil, la liste des super-héros, et du coup, elle va se mettre en attente tant que vous n'avez pas terminé votre transaction associée à ça. Donc ça peut être pratique quand vous avez des modifications concurrentes. Si jamais vous faites des modifs, typiquement c'est le cas du bug que je vous disais il y a quelques instants, comment on l'a résolu. Plutôt que de poser un lock, en fait, on est tout simplement passé par une méthode update en JPQL. Vous pouvez le faire maintenant. Et donc du coup là, on a fait, par exemple, vous voulez changer le nom et vous voulez que ça soit de manière atomique. Et vous pouvez faire un update JPQL. Donc là, vous n'allez pas charger l'objet, faire un setName puis le persister. Puis flusher, on va dire. Là, vous faites directement l'update en base de données, et là, c'est une requête update classique qui part associée à ça. Donc, vous avez la méthode ici execute update sur JPQL pour le faire. Donc, des fois, ça peut être intéressant. Je vais passer sur le petit bout de code puisqu'il va nous rester 5 minutes, donc on peut peut-être le garder pour quelques questions. Donc, mes petits derniers conseils, donc mon petit retour d'expérience par rapport à tout ça. Donc déjà, vous l'avez vu, l'API de base programmatique de JPA est quand même assez verbeuse. Vous avez pas mal de try, catch pour ouvrir l'Entity Manager Factory, l'Entity Manager, etc. Je vous conseille tout simplement d'utiliser Spring Transaction déjà pour gérer la partie transaction. Donc avec une notation transactionnelle, vous allez pouvoir lui dire, en gros, toute cette méthode, je veux qu'elle soit exécutée dans une transaction SQL, et cette transaction va automatiquement être, on va dire, bindée à une session, enfin un entity manager. Donc c'est en gros, il va tout simplement faire pour vous toute cette partie-là, elle est où mon petit commit? Elle était dans mon ici. Non, c'était bien là. Voilà, ici. Donc en gros, il va vous masquer tout ça. Vous allez écrire votre fonction dans laquelle il va y avoir juste ça, et il va vous écrire tout le reste automatiquement autour, quoi. Donc bien entendu, à chaque fois que vous utilisez une annotation qui fait des choses un peu magiques, ayez en tête ce qu'il fait. Donc il ouvre bien l'Entity Manager, il ouvre une transaction, et donc du coup, si vous sortez de la transaction, votre objet qui est du lazy loading, pouf, vous allez vous trouver une exception associée. Vous pouvez utiliser aussi Spring Data JPA pour éviter d'écrire notamment les queries qu'on a vues ou les requêtes JPQL. Ça va vous aider aussi pour faire ça. Ne mappez pas les relations inverses. Normalement, vous pouvez toujours faire autrement. C'est comme ça, comme je vous disais, vous êtes sûr de ne pas aller récupérer en N+1 toute votre base de données. Essayez de coller le mapping JPA vraiment à ce que vous avez fait dans votre base de données. C'est pas magique, à un moment il va falloir qu'il fasse les requêtes en base de données. Plus votre schéma va coller à votre schéma de base de données, et en fait plus les requêtes pour lui vont être simples à faire et vont être logiques et cohérentes par rapport à votre schéma de base de données. Ayez en tête l'état de vos entités dans leur cycle de vie. C'est ce que je vous disais, si c'est detach, si c'est manage, etc. Comme ça, vous aurez bien l'idée de qu'est-ce qui va traquer comme modification, qu'est-ce qui va enregistrer au moment où vous allez fermer votre transaction. Faites attention à N+1, donc pour ça, on l'a vu, activer l'affichage des requêtes qu'il fait quand vous êtes en dev, comme ça vous allez tout de suite voir dans votre console ce qui va passer. Activez aussi les petites stats où on voit le nombre. J'ai commencé à jouer aussi il y a 2 semaines avec des choses comme OpenTelemetry, donc si vous connaissez pas, vous pouvez commencer à regarder aussi. Là, ça va vous détailler par requête, par méthode, en gros, toutes les requêtes qu'il va faire par derrière, donc ça est de manière visuelle, donc ça c'est assez sympa. Il y a aussi des choses avec les métriques Spring Data JPA, avec du Prometheus par exemple, qui vous permettent de remonter les temps d'accès sur vos repositories, sur vos méthodes. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en place, c'est vraiment intéressant. Et je vous conseille clairement de ne pas utiliser les fonctionnalités avancées, notamment l'héritage, ou ce genre de choses. Si vous regardez un peu dans la spec, il y a plein de choses que c'est faire JPA. Restez simple, faites-les en code après derrière, comme ça vous maîtrisez vraiment ce qu'il fait. Ça peut vous faire aussi de l'architecture hexagonale si vous avez envie. Voilà, c'est le plus simple et le plus facile. Voilà pour moi. Et donc, si vous avez des questions, on a 1 minute.
Oui, merci pour la presse. Petite question par rapport aux transactions Spring, enfin le arrobas transactionnel, on a la possibilité de mettre read-only sur la transaction. Est-ce que ça permet d'optimiser certaines choses, d'avoir cette pratique-là plutôt sur les getters, sur tout ce Oui, tout à fait, effectivement. Alors en fonction des dialectes, ça va plus ou moins ouvrir la transaction, en fait, on va dire SQL qui est derrière. Si vous mettez en read-only true, en règle générale, il va pas démarrer de transaction. Donc potentiellement, ça va vous permettre de lire plus facilement. Et aussi, ça va vous permettre, quand vous faites notamment du lock, vous pouvez aussi locker en fait en disant que je veux locker en write ou locker en read. Et là, potentiellement, si vous mettez read only à true, et ben, vous allez pouvoir lire les données sans être bloqué en fait. Donc ça va aider à ce niveau-là. Et effectivement, si vous faites que de la lecture de données, si vous démarrez pas de transaction, potentiellement, ça peut aussi alléger la base de données, qui elle va juste vous renvoyer les données, on va dire telles quelles associées à ça, quoi. Donc effectivement, ça peut être une grande pratique. Après, il faut quand même vérifier au niveau notamment des dialectes, des bases de données, des implémentations, etc. Des fois, ça fait des choses, des fois, ça fait rien. Donc ça dépend du cas d'usage. Faut pas hésiter à regarder ce qu'il fait derrière, vraiment associé à ça, quoi. Ouais, une question ici. Tout à l'heure, tu as mis version sur ton champ, sur un champ. Et lorsque tu fais un merge, est-ce que si ton objet n'est pas modifié, ton version change? Non, il y a uniquement au moment où tu fais des modifications qui traquent. Donc si tu fais juste un get et que tu fais un flush derrière, le champ version ne va pas être modifié. C'est vraiment dès que tu fais une modification dessus. Okay. Bonjour, merci pour la presse. Du coup, c'est dans le cadre du lazy loading. Qu'est-ce que vous pensez des entity graph pour répondre à ce besoin de charger du coup l'objet qui est en lazy? Alors j'ai pas trop utilisé ça, donc je vais pas me prononcer dessus. Ouais, désolé. Je pense que le temps est écoulé. Donc voilà, si vous voulez discuter, je suis disponible. Merci.